Sous le voile du crépuscule, un puissant homme d'affaires traîne un enfant handicapé jusqu'au cœur du bois. Ses yeux froids ne révèlent aucun remords lorsque ses mains recouvrent de terre ce petit corps encore vivant. Ce qu'il n'imagine pas. Un vieil homme solitaire entend les faibles gémissements provenant de la terre fraîchement remuée. Lorsque ses mains ridées déterrent l'enfant tremblant, quelque chose d'inexplicable connecte leurs âmes blessées. Le destin a réservé à l'arrogant une leçon de justice que personne n'aurait pu prévoir. Si cette histoire vous émeut, venez en découvrir bien d'autres sur la chaîne. Des histoires qui toucheront votre cœur et renouvelleront votre espoir. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune narrative transformatrice. Le vent, coupant d'octobre, murmurait entre les pins centenaires du bois de Boulogne, emportant avec lui l'arôme humide de la terre et des feuilles en décomposition. C'était en cet après-midi gris que Richard Dubois, l'homme le plus puissant de la ville, conduisait sa Mercedes noire sur le chemin de terre qui serpentait entre les arbres colossaux. Sur la banquette arrière, agrippée à une poupée de chiffon usée, se trouvait Sophie, une fille de 7 ans avec des yeux marrons extraordinairement brillants qui contrastaient avec ses jambes immobiles, prises dans des appareils orthopédiques. La paralysie cérébrale lui avait volé sa capacité de marcher et de parler, mais pas son intelligence aiguisée, quelque chose que son oncle Richard ignorait délibérément. « Nous sommes arrivés », murmura Richard, ses yeux froids, observant, dans le rétroviseur, sa nièce qu'il considérait comme une tache sur sa réputation immaculée. En tant que candidat à la présidence du conseil régional, l'image était primordiale, et Sophie représentait une faiblesse qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer. Il arrêta la voiture dans une clairière isolée où les rayons du soleil parvenaient à peine à pénétrer la dense canopée des arbres. Avec des mouvements calculés, Richard descendit du véhicule et ouvrit la portière arrière. Sophie l'observait avec ses yeux perçants, comme si elle pouvait lire chaque pensée sombre qui traversait l'esprit de son oncle. « Viens », dit-il, la prenant dans ses bras, avec la même froideur qu'il signait des contrats millionnaires. La petite, Phil serra plus fort sa poupée, le seul réconfort dans un monde qui semblait de plus en plus hostile. Richard marcha entre les arbres jusqu'à trouver une dépression naturelle dans le sol, partiellement couverte de feuilles sèches et de branches tombées. Avec un soin méticuleux, le même qu'il utilisait pour planifier ses manœuvres politiques, il commença à préparer ce qui serait le tombeau vivant de sa nièce. Sophie observait tout avec un calme déconcertant. Ses doigts bougeaient subtilement sur la poupée, créant des motifs qu'elle seule comprenait. C'était ainsi qu'elle communiquait avec le monde, par des touches, des gestes et des dessins que peu prenèrent la peine de déchiffrer. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» parla Richard, plus pour lui-même que pour elle. « Je ne peux pas avoir d'imperfection dans la famille. Pas maintenant. Les électeurs ne comprendraient pas. » Il la plaça soigneusement dans la fosse peu profonde, s'assurant qu'il y avait suffisamment d'espace pour que l'air circule, non par pitié mais par calcul. Il voulait que cela ressemble à un accident, au cas où quelqu'un la trouverait. Les feuilles furent éparpillées sur elle, créant un camouflage naturel, mais Sophie ne pleura pas. Elle ne cria pas, non qu'elle le puisse. Au lieu de cela, ses doigts commencèrent à tambouriner rythmiquement contre le sol, créant des vibrations qui se propageaient dans la terre. C'était un appel silencieux, un langage qui transcendait les mots. Richard retourna à la voiture sans regarder en arrière, convaincu d'avoir résolu son problème. Le moteur rugit et bientôt le son se perdit au loin, ne laissant que le murmure du vent et le tambourinement persistant des doigts de Sophie. La forêt, témoin silencieux de tant de secrets, sembla s'éveiller à ce rythme inhabituel. De petits animaux levèrent la tête, curieux. Des oiseaux interrompirent leur chant, et quelque part, dans les profondeurs du bois, un vieux chien, berger allemand au pelage gris et aux cicatrices d'une vie difficile, leva les oreilles. Rex, comme l'appelaient les habitants lorsqu'il vivait encore en ville, avait été abandonné des années auparavant. Il avait survécu par instinct et intelligence, mais quelque chose dans ce son toucha une mémoire ancienne. Les pleurs d'une enfant qu'il avait protégée un jour, avant d'être jeté comme un objet sans valeur. Le chien commença à se déplacer, dans la forêt avec un objectif renouvelé, suivant non seulement le son, mais quelque chose de plus profond, un appel qui parlait directement à son âme canine. Ses pas, autrefois lents par l'âge, gagnèrent en urgence. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une cabane rustique construite de ses propres mains,
Thomas Lefèvre remuait ses herbes médicinales. À 78 ans, l'ancien botaniste avait choisi l'isolement comme refuge à sa douleur. 20 ans s'étaient écoulés depuis que sa fille Hélène avait disparu mystérieusement, et avec elle, sa volonté de vivre parmi les gens. Thomas connaissait chaque plante, chaque sentier, chaque son de ce bois. C'était son sanctuaire et sa prison volontaire. Mais cet après-midi-là, quelque chose perturba sa routine méticuleuse. Un pressentiment, peut-être, ou simplement l'inquiétude qui précède les grands changements. Il sortit de la cabane, s'appuyant sur son bâton de chêne et respira profondément. L'air avait un poids différent, chargé d'attente. Des années de solitude avaient aiguisé ses sens aux subtilités de la nature, et Thomas savait quand. Quelque chose était sur le point d'arriver. C'est alors qu'il entendit un aboiement lointain mais insistant. Ce n'était pas le hurlement normal des chiens sauvages qui passaient occasionnellement par la région. Celui-ci avait de l'urgence, presque du désespoir. Thomas fronça les sourcils. En toutes ces années dans le bois, il n'avait jamais rien entendu de pareil. Contre chaque fibre de son être qui lui criait de rester dans son isolement sûr, Thomas prit son sac de cueillette et commença à suivre le son. Ses pas lents mais déterminés le menèrent sur des sentiers qu'il connaissait par cœur, mais l'aboiement le guidait vers une zone qu'il visitait rarement. À chaque pas, des souvenirs non invités émergeaient. Hélène aimait aussi les animaux. Elle disait toujours qu'ils pouvaient sentir des choses que les humains ignoraient. « Papa », disait-elle souvent, « les animaux connaissent les secrets du cœur ?» Thomas secoua la tête, essayant d'éloigner les souvenirs. Mais l'aboiement devenait plus fort, plus urgent, et quelque chose en lui, peut-être l'espoir, peut-être la rédemption, le poussait à continuer. La Providence, pensa Thomas, agit de manière mystérieuse. Il ne savait pas encore qu'il était sur le point de devenir l'instrument d'un miracle qui changerait non seulement une vie, mais plusieurs, entrelacés par le fil invisible du destin. L'aboiement de Rex résonnait entre les arbres, avec une intensité qui faisait taire les oiseaux. Le vieux chien avait trouvé la source de cet appel silencieux, une petite main émergeant subtilement entre les feuilles, les doigts tambourinant, toujours son code secret contre la terre. Rex commença à creuser frénétiquement, ses pattes expertes retirant feuilles et terre avec une prudence instinctive. Il connaissait l'odeur de la peur, de l'angoisse, mais ce qui émanait de cet enfant était différent. C'était de la pure détermination, une volonté de vivre qui transcendait le désespoir. Thomas arriva à la clairière essoufflé, son vieux cœur protestant contre l'effort. La scène qu'il trouva le paralysa un instant. Un chien qu'il reconnut des temps où il visitait encore la ville, creusant avec détermination ce qui semblait être un tas de feuilles. « Rex » murmura Thomas, s'approchant prudemment. Le chien le regarda juste une seconde, comme pour dire « Aide-moi », avant de retourner à sa tâche urgente. C'est alors que Thomas vit les cheveux marrons entre les feuilles. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il, jetant son bâton de côté et s'agenouillant pour aider. Ses mains, entraînées par des décennies de travail délicat avec les plantes, retirèrent la terre avec une précision chirurgicale. Sophie émergea comme une poupée de porcelaine cassée, mais vivante. Ses yeux, ses orbes marrons intenses, rencontrèrent ceux de Thomas avec une lucidité qui le déconcerta. Il n'y avait pas de larmes, juste une communication silencieuse qu'il comprit d'une manière ou d'une autre. « Calme-toi, petite », murmura Thomas, sa voix rauque par des années de désuétude sociale. « Tu es en sécurité maintenant. » Il la souleva avec soin, remarquant les appareils sur ses jambes et la façon dont elle s'agrippait à la poupée usée. Rex resta à proximité comme un gardien fidèle, pendant que Thomas évaluait la situation. L'enfant était sale, avec quelques écorchures, mais semblait indemne. Le retour à la cabane fut lent. Thomas portait Sophie dans ses bras, tandis que Rex ouvrait la marche, regardant occasionnellement en arrière pour s'assurer qu'il suivait. La petite fille avait pointé le chien, puis elle-même, créant un lien que Thomas interpréta. L'animal l'avait sauvé. La cabane de Thomas était modeste mais accueillante. Construite avec des troncs du bois même, elle s'harmonisait avec l'environnement, comme si elle y avait toujours appartenu. À l'intérieur, des étagères remplies de bocaux d'herbes et de racines médicinales occupaient tout un mur. Un petit poêle à bois chauffait l'espace et une table de chêne usée par l'usage dominait le centre de la pièce. Thomas coucha Sophie soigneusement dans son propre lit, un luxe qu'il utilisait rarement, préférant dormir dans le hamac près du poêle. Rex se positionna à côté du lit,
une sentinelle poilue qui n'abandonnerait pas son poste. « Je dois nettoyer ses blessures », dit Thomas, plus pour organiser ses propres pensées que dans l'attente d'une réponse. Mais Sophie acquiesça, le surprenant à nouveau. Pendant qu'il préparait une bassine d'eau tiède et prenait ses onguents naturels, Thomas observait la petite fille. Elle examinait la cabane avec un intérêt sincère, ses doigts traçant des motifs dans l'air comme si elle dessinait ce qu'elle voyait. « Tu ne peux pas parler, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement en nettoyant les écorchures. Sophie secoua la tête négativement, mais pointa sa propre tête, puis fit un geste circulaire comme pour dire « Mais je peux penser parfaitement ». Thomas sourit pour la première fois depuis des années. Intelligente, très intelligente. Pendant qu'il prenait soin d'elle, Sophie commença à faire des gestes plus élaborés. Elle pointa dehors, fit un mouvement de conduite, puis couvrit son propre visage de ses mains, racontant clairement son histoire. Thomas commença à rassembler les morceaux. Quelqu'un l'avait emmené en voiture et l'avait laissé là. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, la colère commençant à bouillonner dans sa poitrine. Sophie hésita, puis pointa elle-même, et fit le signe de la famille, doigts entrelacés. Famille. Quelqu'un de sa propre famille l'avait abandonné. L'indignation de Thomas était palpable. En tant que père qui avait perdu une fille, l'idée que quelqu'un blesse délibérément une enfant le dégoûtait profondément. Mais il y avait quelque chose de plus dans les yeux de Sophie. Pas seulement un traumatisme, mais une connaissance. Des secrets. Après avoir nettoyé et traité les blessures, Thomas prépara une simple soupe de légumes. Sophie mangea avec appétit, ses yeux ne quittant jamais son visage, comme si elle mémorisait chaque détail de l'homme qui l'avait sauvée. « Je dois savoir ton nom », dit Thomas. Sophie pointa un des livres sur l'étagère. Une vieille édition de philosophie grecque. Thomas feuilleta jusqu'à ce qu'elle acquiesce en voyant le nom Sophia imprimé. « Sophia », répéta-t-il, « sagesse appropriée. » La petite fille sourit, le premier vrai sourire depuis qu'elle avait été trouvée. Puis, étonnamment, elle le pointa et inclina la tête interrogativement. « Thomas », répondit-il. « Thomas ? Lefebvre. J'habite ici depuis longtemps. » Sophie acquiesça puis fit quelque chose d'inattendu. Elle prit un morceau de charbon du poêle refroidi et commença à dessiner sur le plancher en bois. Ce n'étaient pas des gribouillis enfantins, mais des symboles complexes, presque comme un langage propre. Thomas observa fasciné pendant qu'elle créait ce qui semblait être une carte. Il y avait la cabane, le bois, et puis la ville. Au centre du dessin de la ville, elle fit un grand X et pointa elle-même, puis le X, faisant des gestes de négation. « Tu ne veux pas retourner », interpréta Thomas. Sophie acquiesça vigoureusement, puis dessina quelque chose qui glaça le sang de Thomas. Une figure bâton avec une expression maligne, tenant ce qui semblait être un enfant plus petit. « Quelqu'un de ta famille te fait du mal ?» La question sortit avec difficulté. Sophie acquiesça à nouveau, des larmes jaillissant enfin de ses yeux. Thomas ressentit un mélange d'émotions, colère, protection et quelque chose de plus, un but. Pour la première fois, en vain. Tiens, il avait une raison de se soucier de quelque chose au-delà de ses plantes et de sa solitude. « Tu n'as pas besoin de revenir, promit-il, sa voix ferme. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Mais même en faisant la promesse, Thomas savait que ce ne serait pas simple. Une enfant disparue serait certainement recherchée, et celui qui l'avait abandonnée pourrait revenir pour finir ce qu'il avait commencé. La nuit tomba sur le bois, apportant une pluie fine qui tambourinait sur le toit de la cabane. Sophie s'était endormie dans le lit. Rex roulait protecteur à ses côtés. Thomas resta éveillé, observant les flammes danser dans le poêle. Les souvenirs d'Hélène inondaient son esprit. Elle aurait 37 ans maintenant, si elle était vivante. La police avait abandonné les recherches après 6 mois. Probable fugue, avait-il dit. Mais Thomas connaissait sa fille. Hélène ne s'enfuirait jamais, pas sans dire au revoir. Maintenant, regardant Sophie dormir paisiblement, il sentait que l'univers lui offrait une seconde chance. Pas pour remplacer Hélène, rien ne pourrait faire cela. Mais pour faire une différence dans la vie d'une autre enfant dans le besoin. « Dieu », murmura Thomas, les mots sortant maladroitement après des années sans prier. « Si ceci est ta volonté, donne-moi la force de la protéger. Ne me laisse pas échouer à nouveau. » Rex leva la tête, comme s'il comprenait la gravité du
moment. Le chien avait fait sa part en trouvant Sophie, mais Thomas sentait que le voyage ne faisait que commencer. Dehors, la pluie s'intensifiait, lavant les empreintes et les traces laissées pendant la journée. La nature, dans sa sagesse infinie, semblait effacer les preuves, leur donnant du temps. Du temps pourquoi? Se demandait Thomas. Pour découvrir la vérité? Pour chercher justice? Ou simplement pour former un lien qui guérirait de vieilles blessures en tous deux? Les réponses viendraient avec l'aube. Pour l'instant, il n'y avait que le crépitement du feu, le son de la pluie, et la respiration douce d'une enfant qui, contre toute attente, avait trouvé refuge dans la maison d'un ermite au cœur brisé. L'aube arriva, teintant le bois de tons dorés et ambrés. Thomas se réveilla avec l'arôme du café frais, une habitude qu'il gardait même dans son isolement. Sophie dormait encore profondément, Rex vigilant à ses côtés, mais quelque chose avait changé pendant la nuit. À côté du lit, utilisant le charbon qu'elle avait pris la veille, la petite fille avait dessiné une série de symboles sur le mur en bois. Thomas s'approcha prudemment, ses yeux expérimentés étudiant les dessins. Ce n'étaient pas des gribouillis aléatoires. Il y avait des motifs, des séquences, presque comme un langage pictographique. Un symbole en particulier attira son attention. Un papillon émergeant d'un cocon, mais avec des détails qui suggérèrent des documents ou des papiers. « Qu'essaies-tu de me dire » murmura Thomas, traçant les contours avec le doigt. Pendant ce temps, au manoir du bois, Richard se réveillait avec une sensation d'inquiétude. Son épouse Catherine l'observait de l'autre côté de la chambre, ses yeux bleus froids comme la glace arctique. « Où est Sophie » demanda-t-elle, sa voix coupante comme du verre. Richard ajusta sa cravate, évitant le regard perçant de son épouse. À l'institution, comme nous en avons discuté, c'était le mieux pour tous. « Menteur !» Le mot sortit comme un sifflement. Catherine se leva, sa robe de chambre en soie flottant autour d'elle. « J'ai appelé toutes les institutions de la région. Aucune n'a d'enregistrement de Sophie. » Le masque de maîtrise de Richard vacilla un instant. « Catherine, tu ne comprends pas la délicatesse de la situation. Avec la campagne. »« La campagne !» Catherine rit amèrement. « Toujours cette maudite campagne. Notre nièce, Richard, la fille de ta propre sœur. » Elle marcha jusqu'au bureau où elle gardait ses affaires personnelles et en retira un petit journal relié en cuir. « J'ai trouvé ceci dans la chambre de Sophie. Tu veux savoir ce qu'elle a écrit, ou plutôt ce qu'elle a dessiné ?» Richard pâlit en voyant les pages couvertes de dessins détaillés. Sophie avait tout documenté, les réunions secrètes dans son bureau, les documents qu'elle n'aurait pas dû voir, les visages des personnes impliquées dans ces magouilles. Elle ne pouvait pas comprendre ça, bégaya Richard. Elle est limitée. Limitée. Catherine s'approcha, ses yeux flamboyants. La seule limitation de Sophie est physique. Son esprit est plus vif que le tien, Richard, et elle a tout vu. Chaque saleté, chaque accord louche, chaque mensonge que tu as raconté. Dans le bois, Sophie se réveilla enfin. Ses premiers gestes furent de vérifier si Thomas et Rex étaient toujours là. Une peur résiduelle d'abandon qui la poursuivait. En voyant le vieil homme préparer de la bouillie d'avoine, elle se détendit. « Bonjour, petite sage » salua Thomas. « Bien dormi ?» Sophie acquiesça puis pointa anxieusement les dessins sur le mur. Thomas s'approcha et elle commença à gesticuler frénétiquement, pointant des symboles spécifiques. « Doucement » demanda Thomas. « Nous allons établir un code. Une touche pour oui, 2 pour non. Tu peux faire ça. Une touche sur son bras. Très bien. Ces dessins sont à propos de celui qui t'a laissé ici. Une touche. C'est dangereux? Une touche emphatique. » Thomas étudia les dessins plus attentivement. Il y avait des motifs qui suggéraient des documents, de l'argent, et ce qui semblait être une carte. Sophie pointa un symbole spécifique, une couronne sur une tête de serpent. « Pouvoir corrompu », interpréta Thomas. « Quelqu'un de puissant qui fait de mauvaises choses ?» Une touche. Sophie fit alors quelque chose d'étonnant. Elle prit une fine branche dehors et commença à écrire dans la terre humide. Pas des mots mais des chiffres, des dates, des coordonnées. « Tu mémorises tout ce que tu vois », réalisa Thomas émerveillé. « C'est pour ça que tu es dangereuse pour quelqu'un, tu en sais trop. » La petite fille acquiesça tristement, puis dessina une nouvelle figure. Une femme aux cheveux longs et au cœur brisé. « Quelqu'un qui t'aime? Qui te cherche ?» Une touche hésitante. « En ville?
Catherine Dubois n'était pas restée inactive. Elle avait engagé un détective privé, Marc Deschamps, un ancien policier connu pour son intégrité inébranlable. Dans son bureau discret du centre commercial, elle vida le contenu d'un dossier sur la table. « Je dois retrouver ma nièce, dit-elle, sa voix mêlant détermination et désespoir. Et j'ai besoin de preuves de ce que mon mari a fait. » Marc étudia les documents et les dessins de Sophie. « La petite est spéciale, observa-t-il. Ses dessins, elle a une mémoire photographique, eidétique, confirma Catherine. Sophie se souvient de tout ce qu'elle voit et s'exprime à travers l'art. C'est sa forme de communication. Et votre mari le sait? Il a toujours sous-estimé Sophie. Il ne voyait que le handicap, jamais le génie derrière. Catherine fit une pause luttant contre les larmes. « Je crains qu'il n'ait fait quelque chose de terrible. » Marc acquiesça gravement. « Je vais commencer par les zones isolées. S'il voulait, si quelque chose est arrivé, il choisirait un endroit isolé. Je connais ces types, méticuleux, calculateurs. Il y a autre chose, ajouta Catherine, retirant une vieille photographie. C'est Hélène Martin. Elle travaillait pour nous jusqu'à disparaître il y a 5 ans. Sophie l'adorait. Hélène était la seule qui comprenait vraiment comment. Communiquer avec ma nièce. Disparue. Richard a dit qu'elle avait démissionné. Mais j'ai trouvé ceci dans les dessins de Sophie. Catherine montra une page où Sophie avait dessiné Hélène avec des larmes et les mains sur le ventre. Je crois qu'Hélène était enceinte, et je crois que c'était de Richard. La révélation pesa dans l'air comme du plomb. Marc rangea soigneusement tous les documents. Je vais retrouver votre nièce, Madame Dubois, et je vais découvrir toute la vérité. De retour dans le bois, Thomas avait pris une décision. Il ne pouvait pas garder Sophie cachée pour toujours, mais il ne pouvait pas non plus la livrer à celui qui avait tenté de lui faire du mal. Il devait en savoir plus sur son histoire. « Sophie, dit-il doucement, je dois aller en ville acheter des provisions. Tu seras en sécurité ici avec Rex. Mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre quelque chose. » Il prit une vieille carte de la région et l'étendit. « Peux-tu me montrer d'où tu viens ?» Sophie étudia la carte avec intensité, puis pointa une zone aisée de la ville. Ses doigts tracèrent de chemin jusqu'au bois, s'arrêtant dans la clairière où elle avait été trouvée. « Et où tu ne veux pas retourner ?» Elle entoura la même zone aisée, faisant des gestes de déni véhément. Thomas mémorisa l'information. « Je reviendrai avant la nuit. Rex veillera sur toi. » Mais dès que Thomas sortit, Sophie commença à travailler sur un nouveau projet. Utilisant des brindilles, des feuilles et des pierres, elle créa une carte tridimensionnelle élaborée sur le sol de la cabane. C'était plus qu'une représentation géographique, c'était une narration visuelle de secrets qui devaient être révélés. Quelque part dans son jeune cœur, Sophie sentait que la vérité était sur le point d'émerger, et avec elle, peut-être, la justice qu'elle attendait depuis longtemps. Le soleil montait dans le ciel, projetant des ombres qui dansaient entre les arbres, tandis qu'une petite fille silencieuse mais déterminée se préparait à changer le destin de beaucoup. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et ce qui émergeait était une toile de mensonges, de secrets et de crimes qui allaient bien au-delà d'une enfant abandonnée dans un bois. La question était maintenant, qui arriverait le premier à la vérité? Ceux qui cherchaient à protéger Sophie ou ceux qui étaient déterminés à la réduire au silence pour toujours? La pluie commença à tomber lourdement lorsque Thomas arriva en ville. Les rues mouillées reflétaient les lumières des commerces, créant une mosaïque de couleurs qui dansait sous ses pieds. Il gardait la capuche de sa vieille cape de pluie, baissée, évitant les regards curieux. 20 ans d'isolement ne s'effaçaient pas facilement. Le premier arrêt fut la pharmacie. Thomas avait besoin de fournitures médicales de base pour Sophie. En attendant que le pharmacien prépare sa commande, il entendit des bribes de conversation. Ils disent que Richard Dubois offre une récompense. La nièce handicapée a disparu. La police fouille toute la région. Le cœur de Thomas s'accéléra. Donc la recherche avait commencé. Il paya rapidement et sortit, l'esprit travaillant sur les possibilités. Si Dubois cherchait Sophie publiquement, cela signifiait qu'il devait la garder en vie, au moins pour l'instant. À son arrêt suivant, le petit marché local, Thomas remarqua des affiches en train d'être posées. Le visage de Sophie souriait sur une vieille photographie avec les mots « Enfant disparu, récompense ». Mais quelque chose n'allait pas dans le récit officiel. L'affiche mentionnait un enlèvement et demandait des informations sur des suspects dangereux. « Mensonge », murmura Thomas, prenant des provisions essentielles.
Pendant ce temps, à la cabane, Sophie travaillait fébrilement à sa création. La carte tridimensionnelle sur le sol s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus complexe. Utilisant le charbon des restes du poêle, elle avait dessiné sur les murs une ligne du temps élaborée, connectant événements, personnes et lieux. Rex observait attentivement, aboyant occasionnellement doucement, comme s'il comprenait l'importance de ce que la petite fille faisait. Lorsque Sophie pointa un dessin spécifique, une femme aux cheveux foncés tenant un bébé, Rex s'approcha et lécha doucement sa main. Soudain, le chien dressa les oreilles. Des pas approchaient sur le sentier. Rex grogna doucement, se positionnant protecteur entre Sophie et la porte. La petite fille couvrit rapidement ses dessins avec une vieille couverture et se cacha derrière le poêle. La porte s'ouvrit lentement, mais ce n'était pas Thomas. Marc Deschamps entra prudemment, la pluie goûtant de son manteau imperméable. Ses yeux expérimentés balayèrent l'espace, remarquant immédiatement les signes d'occupation récente. « Calme, mon grand, » dit-il à Rex, qui montrait les dents d'un air menaçant. « Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. » Marc retira lentement son identification de sa poche. « Je suis un détective privé. Catherine Dubois m'a engagé. Je cherche Sophie. » En entendant le nom de Catherine, Sophie sortit lentement de sa cachette. Ses yeux étudièrent Marc avec la même intensité qu'elle réservait à la mémorisation de documents importants. « Sophie !» Marc s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Ta tante Catherine est très inquiète. Elle veut être sûre que tu es en sécurité. » La petite fille hésita puis pointa les dessins couverts. Avec des gestes prudents, elle retira la couverture, révélant son travail. Marc siffla doucement, impressionné. « Tu as tout documenté, » dit-il, étudiant la ligne. « Du temps. Ce sont des preuves de fraude financière, de détournement de fonds. Mon Dieu, ça va bien au-delà de ce que nous imaginions. » Sophie toucha un dessin spécifique, la même femme avec le bébé qu'elle avait montré auparavant. Puis elle pointa une date il y a 5 ans et fit des gestes que Marc interpréta comme « disparu ». « Hélène Martin », comprit-il. « Tu sais ce qui lui est arrivé ?» La petite fille acquiesça gravement, puis commença une séquence élaborée de gestes. Marc observa attentivement, essayant de déchiffrer. « Hélène, enceinte. Richard. » Document signé. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Richard a forcé Hélène à signer quelque chose. Des documents d'adoption? Sophie secoua vigoureusement la tête, puis dessina dans l'air le symbole de l'argent suivi d'un grand X. Chantage. Il l'a payé pour qu'elle disparaisse avec le bébé. Marc était en train de reconstituer le puzzle. Mais elle n'est pas partie de son plein gré. À ce moment, Thomas revint entrant par la porte et se figeant en voyant l'étranger dans sa cabane. Sa main alla instinctivement vers son bâton. « Calme-toi, » dit Marc, levant les mains. « Je suis Marc Deschamps, détective privé. Je suis venu pour la petite, mais pas pour l'emmener, pour la protéger. »« Comment m'as-tu trouvé » demanda Thomas, toujours tendu. « Je suis bon dans ce que je fais, » répondit simplement Marc. « Et quand tu es allé en ville aujourd'hui, tu as laissé des traces dans la boue, vieilles habitudes de policier. » Thomas regarda Sophie qui acquiesça légèrement. Le vieil homme se détendit marginalement. « Elle est en sécurité ici. »« Je crois que oui, » acquiesça Marc. « Mais pour combien de temps ?» Richard Dubois mobilise des ressources, et d'après ce que Sophie m'a montré, il a beaucoup à perdre si la vérité éclate. « Quelle vérité ?» demanda Thomas. Marc gesticula vers les dessins. Fraude, corruption, chantage, et peut-être quelque chose de pire avec Hélène Martin. Thomas s'approcha des dessins, ses yeux s'écarquillant en comprenant l'ampleur des révélations. Sophie a été témoin de tout cela. Elle a une mémoire édétique, expliqua Marc. Chaque document qu'elle a vu, chaque conversation à laquelle elle a assisté, tout est là. C'est pourquoi Richard a tenté de s'en débarrasser, compléta amèrement Thomas. Un coup de tonnerre résonna dehors, comme si la nature elle-même protestait contre une telle méchanceté. Sophie s'approcha de Thomas et toucha sa main, ses yeux transmettant la confiance. « Nous devons agir vite, » dit Marc. « Catherine est prête à tout exposer, mais nous devons d'abord mettre Sophie en sécurité et nous devons trouver Hélène Martin. » Sophie s'anima à ces mots, courant vers un coin de la cabane, où elle commença à dessiner frénétiquement sur le sol. C'était une carte différente, pas de la ville, mais d'un endroit dans les montagnes. « Tu sais où se trouve Hélène ?» demanda Marc, excité. «
La petite fille acquiesça, puis dessina une croix et joignit les mains en prière. Un couvent, interpréta Thomas. Hélène est cachée dans un couvent dans les montagnes. Ça a du sens, dit Marc. L'endroit parfait pour disparaître. Isolé, protégé, discret. Sophie continua de dessiner, ajoutant maintenant une petite figure à côté d'Hélène, un enfant d'environ 5 ans. Le bébé, murmura Thomas. Hélène a gardé le bébé. Marc était déjà au téléphone. Catherine, j'ai trouvé Sophie, elle est en sécurité, mais il y a plus, beaucoup plus. Nous devons nous rencontrer, mais pas chez vous. Richard pourrait être... Le son de voiture s'approchant sur le chemin de terre coupa sa phrase. Rex commença à aboyer furieusement. Par la fenêtre, il pouvait voir les phares perçant la pluie. « Il nous a trouvés », dit Thomas, sa voix calme malgré le danger. « Pas nécessairement Richard », corrigea. Marc rangeant son téléphone. « Ça pourrait être la police, ou pire, des hommes de main de Richard. Nous devons partir d'ici. » Thomas n'hésita pas. Des années de survie dans le bois lui avaient appris l'importance des voies d'évacuation. « Par ici », dit-il, ouvrant ce qui semblait être une armoire, mais révélant un tunnel étroit. « J'ai construit ça il y a des années. Ça mène à une cabane de chasse abandonnée à un demi-kilomètre d'ici. » Sophie collectait déjà ses dessins les plus importants, les enroulant soigneusement. Rex entra dans le tunnel en premier, reniflant le chemin. Marc aida Sophie à entrer, impressionné par le calme de la petite fille sous pression. « Et vous » demanda Marc à Thomas. « Je vais retarder qui que ce soit, » dit le vieil homme fermement. « Protégez Sophie, elle est la clé de toute la vérité. » Thomas commença à protester Marc. « Allez-y » ordonna Thomas. « J'ai mes propres comptes à régler avec le destin. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une chance de faire la différence. Je ne vais pas la gaspiller. » Le bruit de portes de voiture claquant résonna dehors. Des voix hurlaient des ordres. Marc n'eut d'autre choix que de suivre Sophie et Rex dans le tunnel, portant la lampe de poche d'urgence de Thomas. Le vieil homme ferma l'entrée secrète et se prépara à affronter qui que ce soit qui arrivait. Pour la première fois en 20 ans, il se sentait vivant. Il avait un but. Protéger cet enfant spécial était sa rédemption. La porte de la cabane fut violemment défoncée. Des hommes cagoulés entrèrent. Mais ce n'étaient pas des policiers. « Où est la petite fille ?» grogna le chef, son visage dissimulé par l'ombre. Thomas sourit sereinement. « Quelle petite fille? Comme vous pouvez le constater, j'habite seul depuis des années. » L'homme s'approcha menaçant. « Ne plaisantez pas avec nous, vieux. Nous savons qu'elle est ici. »« Alors cherchez, » dit calmement Thomas. « Mais vous ne trouverez rien d'autre qu'un vieil ermite et ses plantes médicinales. » Pendant que les hommes fouillaient la cabane, Thomas priait silencieusement pour que Marc, Sophie et Rex soient déjà assez loin. La vérité devait éclater, et cet enfant spécial était la seule lueur d'espoir de justice pour beaucoup. La pluie continuait de tomber torrentiellement, comme si le ciel pleurait les injustices du monde. Mais quelque part dans ce bois sombre, l'espoir fuyait sur 4 pattes et 2 paires de jambes fatiguées, emportant avec lui des secrets qui pouvaient tout changer. Le tunnel était étroit et humide, avec des racines pendant du plafond comme des doigts spectraux. Marc guidait Sophie à travers l'obscurité, la lampe de poche créant des ombres dansantes sur les murs de terre. Rex ouvrait la marche, ses instincts aiguisés naviguant dans les courbes du chemin souterrain. Sophie serrait contre sa poitrine, les dessins enroulés, sa respiration rapide mais contrôlée. Même en danger, son esprit travaillait, mémorisant chaque détail du tunnel, une compétence qui pourrait être vitale plus tard. Après ce qui sembla des heures, mais ne fut que 15 minutes, ils émergèrent dans une vieille cabane de chasse. La poussière dansait dans les rayons de lumière de la lampe de poche et l'odeur de bois humide imprégnait l'air. « Nous devons continuer, » dit Marc, vérifiant son téléphone. « Pas de réseau ici. Catherine doit être... » Le son lointain de coups de feu coupa ses mots. Sophie agrippa le bras de Marc, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Rex grogna doucement, les oreilles tournées vers la direction d'où il venait. « Thomas, » murmura Marc, « que Dieu le protège. » Mais il n'y avait pas de temps pour les lamentations. Il devait atteindre la sécurité et exposer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Marc étudia la carte sur son téléphone, traçant mentalement la route la plus sûre jusqu'à la ville. Dans la cabane de Thomas, la confrontation avait dégénéré. Le vieil homme montrait un courage qui surprenait ses agresseurs. Lorsque le chef des hommes de main menaça de brûler la cabane, Thomas sourit simplement. « Allez-y, »
dit-il. Mais sachez que toute cette zone est sous vidéosurveillance. Des caméras cachées qui transmettent directement au cloud. Chaque visage, chaque crime, tout est documenté. C'était un bluff, mais un bluff convaincant. Le chef hésita, regardant autour de lui nerveusement. « Tu mens, vieux. »« Je mens !» Thomas haussa un sourcil. « Tu veux risquer ?» Richard Dubois est peut-être puissant, mais même lui ne peut pas effacer des preuves numériques déjà transmises. Le doute semé fut suffisant. Le chef fit signe à ses hommes de reculer. « Nous allons vérifier le périmètre. Si nous trouvons la petite fille. »« Vous ne trouverez pas, » dit Thomas avec conviction. « Parce qu'elle n'a jamais été ici. » Pendant ce temps, au manoir du Bois, Catherine faisait face à sa propre confrontation. Richard était revenu furieux, son visage déformé par la colère. « Qu'as-tu fait ?» cria-t-il, claquant la porte du bureau. « Tu as engagé un détective. Tu essaies de me ruiner ?» Catherine resta calme, assise dans son fauteuil en cuir. « J'essaie de retrouver notre nièce. Quelque chose que tu devrais faire. »« Je la cherche. » Mensonge. Catherine se leva, faisant face à son mari. « Tu l'as abandonnée dans le bois. J'ai trouvé les coordonnées GPS dans ta voiture. Je pensais que tu étais malin en effaçant l'historique, mais tu as oublié la sauvegarde automatique. » Richard pâlit. « Tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. Tu as tenté de tuer une enfant innocente parce qu'elle en savait trop. Sur Hélène, sur le bébé, sur tes crimes. »« Quel bébé? De quoi parles-tu » Catherine ouvrit un tiroir et en retira un dossier. « Le fils que tu as eu avec Hélène Martin. Le bébé que tu l'as forcé à cacher. J'ai les certificats, Richard. Falsifiés mais traçables. » Le masque de Richard tomba enfin complètement. « Comment ?» Sophie a tout dessiné, chaque détail. Elle t'a vu menacer Hélène, elle a vu les documents, elle a mémorisé les dates. Cet enfant limité que tu méprisais a des preuves de tous tes crimes. Le son de sirène au loin fit courir Richard à la fenêtre. Des voitures de police s'approchèrent du manoir. « Tu m'as dénoncé ?» demanda-t-il. « Non. » Catherine secoua la tête. « Pas encore. Ces sirènes ne sont pas pour toi. Elles sont pour l'incendie dans le bois. Tes hommes de main ont dû faire quelque chose de stupide. » Richard prit le téléphone, composant frénétiquement. Personne ne répondait. Ces hommes avaient disparu, probablement en fuite au premier signe de vrais problèmes. Dans le bois, Marc, Sophie et Rex avaient atteint la route principale. Une voiture les attendait. Catherine avait envoyé un chauffeur de confiance, mais en s'approchant, ils virent qu'ils n'étaient pas seuls. Hélène Martin était là, debout à côté du véhicule, tenant la main d'un garçon de 5 ans. Ses cheveux foncés étaient de plus courts, son visage marqué par des années de fuite, mais ses yeux brillaient de détermination. Sophie laissa échapper un son, le plus proche d'un cri de joie que sa condition permettait. Elle courut, boitante à cause de ses appareils, mais courut dans les bras d'Hélène. « Mi niña » murmura Hélène en serrant Sophie. « Mi pequeña, genio, supe que me encontraria. » Le garçon observait tout avec des yeux curieux, les mêmes yeux que Richard Dubois, mais avec la gentillesse de sa mère. « C'est Diego » présenta Hélène. « Ton cousin Sophie. » Marc observait la réunion avec intérêt professionnel et humain. « Comment avez-vous su » demanda-t-il. « Catherine m'a trouvé » expliqua Hélène. « Il y a 2 jours, quand j'ai su que Sophie avait disparu, je n'ai plus pu me cacher. Elle a besoin de moi, et la vérité doit être dite. »« Les documents » demanda Marc. Hélène sourit tristement. « J'ai tout, chaque papier que Richard m'a forcé à signer, chaque menace enregistrée. J'attendais le bon moment. Il semble qu'il soit arrivé. » Une lueur illumina le ciel nocturne. De la fumée s'élevait de la direction de la cabane de Thomas. Sophie serra la main d'Hélène, des larmes coulant sur son visage. « Il va bien », assura Marc, bien qu'il n'en fût pas certain. « Thomas est plus malin qu'il n'y paraît. » Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage aimable, ouvrit les portières de la voiture. « Madame Dubois a dit de vous emmener directement ?»« Au commissariat central. Le procureur vous attend déjà. » Pendant le trajet, Sophie dessina frénétiquement dans un cahier qu'Hélène portait toujours. Elle indiqua l'emplacement exact de documents cachés, de coffres-forts secrets, de comptes bancaires, une carte au trésor de la corruption de Richard. « Incroyable » murmura Marc. « Avec ça et le témoignage d'Hélène, Richard n'est... » « Pas le seul » interrompit Hélène. « Le réseau est plus grand, juges, policiers, hommes d'affaires. Sophie les a tous vus lors de réunions secrètes. »
Le jeune garçon Diego, qui était resté silencieux jusque-là, toucha le bras de Sophie. « Mama dis que ers mu valiante », dit-il doucement. « Que nos salvast a todos ». Sophie sourit et fit un geste que Diego sembla comprendre. Les deux cousins, unis par l'adversité avant même de se connaître, partageaient une connexion instantanée. En arrivant au commissariat, une foule de journalistes attendait déjà. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle avait fuité. Catherine était là, élégante même dans l'adversité, parlant calmement avec le procureur. « Sophie !» cria-t-elle, en voyant sa nièce. « Dieu merci, tu vas bien. » Les retrouvailles furent émouvantes mais brèves. Il y avait du travail à faire. Le procureur, un homme intègre nommé Jacques Dubois, examina rapidement les preuves. « C'est extraordinaire, dit-il. Avec ces documents et témoignages, nous pouvons démanteler toute l'organisation. »« Et Thomas ?» demanda Sophie par des gestes que Catherine traduisit. Comme pour répondre à la question, la porte du commissariat s'ouvrit. Thomas entra, roussi et épuisé, mais vivant. Derrière lui, deux policiers escortèrent les hommes, de main de Richard Menotté. Le vieux avait raison pour les caméras, expliqua un des policiers. Pas dans la cabane, mais sur les sentiers alentours. Caméra d'observation de la faune. On a tout enregistré. Sophie courut vers Thomas, serrant ses jambes fort. Le vieil homme caressa ses cheveux, les larmes aux yeux. « Tout va bien maintenant, petite, » murmura-t-il. « La vérité a gagné. » Richard fut arrêté cette nuit-là, ainsi que plusieurs complices. Le réseau de corruption commença à s'effondrer comme un château de cartes. Hélène et Diego furent placés sous protection, tandis que Sophie recevait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Non comme une enfant limitée, mais comme l'héroïne qui avait exposé des années de crimes. Mais l'histoire ne s'arrêta pas aux arrestations et aux gros titres. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de plus profond se produisit. Thomas, qui avait vécu en ermite pendant 2 décennies, trouva une nouvelle famille en Sophie. Catherine, libérée d'un mariage toxique, découvrit sa véritable vocation en tant que défenseur des droits des enfants handicapés. Et Sophie, elle trouva sa voie, non pas à travers des mots parlés, mais à travers son art, maintenant exposé non pas comme preuve criminelle, mais comme l'expression d'un esprit brillant qui avait refusé d'être réduit au silence. Le bois, théâtre d'une tentative de tragédie, devint un symbole de renaissance. Thomas reconstruisit sa cabane, maintenant avec des chambres supplémentaires pour les visites fréquentes de Sophie et Diego. Les arbres qui avaient été témoins de la cruauté abritaient maintenant les rires d'enfants et l'espoir renouvelé d'adultes qui avaient appris que la vérité, aussi enterrée soit-elle, trouve toujours son chemin vers la lumière. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique au commissariat. La matinée de printemps baignait le bois d'une lumière dorée, et la cabane reconstruite de Thomas s'était transformée en quelque chose de plus qu'un refuge. C'était maintenant un foyer. Dans le jardin que Thomas et Sophie avaient planté, ensemble, des fleurs sauvages se mêlaient aux herbes médicinales, créant une symphonie de couleurs et d'arômes. Rex, maintenant officiellement adopté comme chien de garde et compagnon, somnolait sous le soleil, sa vigilance détendue, mais toujours présente. Sophie était assise à la table de chêne que Thomas avait construite spécialement pour elle, travaillant à son plus récent projet. Mais cette fois, ce n'étaient pas des preuves criminelles qu'elle documentait, c'était un livre illustré racontant son histoire, une narration visuelle de dépassement qui avait déjà attiré l'intérêt de grandes maisons d'édition. « Le déjeuner est presque prêt », annonça Thomas de la cuisine, l'arôme de sa fameuse soupe de légumes remplissant l'air. Sophie tapa joyeusement sur la table, son signal pour merci, et reporta son attention sur la tablette spéciale que Catherine avait fournie. Grâce à une technologie d'assistance avancée, elle pouvait maintenant communiquer numériquement, ses mots apparaissant à l'écran pendant qu'elle dessinait des symboles que le programme interprétait. Le son de voiture s'approchant ne causa plus de panique. C'étaient des visiteurs attendus. Catherine arrivait avec Hélène et Diego pour le déjeuner du dimanche qui était devenu une tradition. « Oncle Thomas !» cria Diego, courant pour embrasser le vieil homme. Au fil des mois, le garçon avait trouvé en l'ermite le grand-père qu'il n'avait jamais connu. Hélène suivait plus lentement, portant un plat de son fameux riz au lait. Désolé pour le retard, la circulation était terrible. « Il y a toujours du temps pour la famille, » répondit Thomas, son visage s'illuminant du sourire que Sophie avait ressuscité en lui. Catherine entra en dernier, portant un dossier de documents.
J'ai des nouvelles, annonça-t-elle avec un sourire mystérieux. Pendant le déjeuner, la conversation coula naturellement. Diego bavardait sur l'école, où il s'était adapté étonnamment bien. Hélène parlait de son nouveau travail d'assistante sociale, aidant d'autres femmes dans des situations similaires à celles qu'elle avait vécues. C'est lorsqu'ils servirent le dessert que Catherine révéla ses nouvelles. « La fondation a été approuvée », dit-elle, ouvrant le dossier. « La fondation Sophie pour la communication alternative. Avec les biens confisqués à Richard et les dons que nous recevons, nous pourrons aider des centaines d'enfants ayant des troubles de la communication. » Sophie faillit laisser tomber la tablette de son excitation. Elle dessina rapidement une séquence de symboles que l'appareil traduisit. « Nous pouvons aider d'autres enfants comme moi. » « Exactement, » confirma Catherine. « Et nous voulons que tu sois notre ambassadrice. Ton histoire a inspiré tant de gens, Sophie. Des parents d'enfants ayant des handicaps similaires trouvent de l'espoir dans ton parcours. Et il y a plus, ajouta Hélène. Le procureur a proposé un accord de collaboration à plusieurs des personnes impliquées. Le réseau de corruption est complètement démantelé. Ton témoignage visuel a été fondamental, Meninia. Thomas observait tout avec une fierté paternelle. La petite fille qu'il avait sauvée était devenue la sauveuse de beaucoup. La providence, divine, réfléchit-il, travaille vraiment de manière mystérieuse. J'ai aussi quelque chose à montrer, dit-il, se levant. Venez. Le groupe le suivit jusqu'à l'arrière de la cabane, où une nouvelle construction s'élevait. C'était un studio d'art avec de grandes fenêtres qui captaient la lumière naturelle et des étagères pour les matériaux de Sophie. J'ai construit ça avec l'aide de quelques amis de la ville, expliqua Thomas. Tout artiste a besoin de son espace. Sophie courut dans le studio, ses yeux brillants de larmes de joie. Sur les murs, Thomas avait accroché certaines de ses œuvres, non plus des preuves de crime, mais de pures expressions de créativité et d'émotion. Au centre du studio, une toile attendait. Sophie prit un pinceau et, avec des mouvements assurés, commença à peindre. L'image qui émergea était celle d'un papillon sortant d'un cocon, mais les ailes étaient informées par des visages. Thomas, Catherine, Hélène, Diego, Rex et même Marc, qui était devenu un ami proche de la famille. « C'est magnifique », murmura Hélène, comprenant le symbolisme. « Transformation par l'amour et la vérité. » Pendant que le soleil se couchait, peignant le ciel de tons de rose et d'orange, le groupe se réunit sur la véranda de la cabane. Rex se coucha aux pieds de Sophie, qui caressait son pelage pendant qu'elle tapait sur sa tablette. « Je veux partager quelque chose. » Les mots apparurent à l'écran. « Pendant longtemps, j'ai pensé que mon silence était une prison. Mais j'ai appris qu'il existe de nombreuses façons de parler. L'amour n'a pas besoin de mots. La vérité trouve son chemin. Et parfois, c'est dans le silence que nous entendons la voix de Dieu le plus clairement. » Thomas sentit des larmes dans ses yeux. « Tu m'as appris ça, petite. Tu m'as montré que l'isolement que j'avais choisi était une fausse protection. La vraie guérison vient de la connexion. Je pense toujours à Hélène, continua-t-il, mentionnant sa fille pour la première fois depuis des mois. Mais maintenant, je sais qu'elle vivrait dans la lumière, pas dans l'ombre de la douleur. Tu m'as ramenée à la vie, Sophie. » Catherine s'approcha, posant sa main sur l'épaule de Thomas. « Nous avons tous trouvé une famille les uns dans les autres. D'une tragédie est né quelque chose de beau. Comme ce passage biblique, réfléchit Hélène, ce que l'homme a voulu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. » Diego, qui était resté silencieux, se leva soudain. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda timidement. Tous acquiescèrent, l'encourageant. Quand maman et moi étions cachés, elle disait toujours qu'un jour la vérité nous libérerait. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je vois. Oncle Richard, qu'a essayé de nous séparer et de nous faire du mal, mais à la fin, nous sommes devenus plus forts, plus unis. Le garçon s'approcha de Sophie. « Cousine, tu ne peux pas parler avec la bouche, mais tu parles avec le cœur. Et c'est plus puissant que 1000 mots. » Sophie serra son cousin dans ses bras, et bientôt tous se joignirent dans une étreinte collective. Rex aboya joyeusement, comme bénissant la scène. Au cours des mois qui suivirent, la Fondation Sophie s'épanouit. Des centaines d'enfants reçurent des dispositifs de communication assistée. Le livre de Sophie fut publié, devenant un best-seller et inspirant un mouvement national d'inclusion. Richard purgeait sa peine, ses biens confisqués faisant plus de bien en un an qu'il n'en avait fait dans toute sa vie. Certains des corrompus firent des accords,
d'autres firent face à la pleine justice. Le système, bien que lentement, était en train de changer. Par une